C'est la session de santé. Je vous remercie de faire partie. Je suis le vice-président de conduite de marché à FISRA. Et bon après-midi, tout le monde. C'est un plaisir de me trouver ici avec vous et de faire partie de cette conversation. Un moment, s'il vous plaît. Un petit problème avec le micro. Voilà. Je suis la directrice de conduite à FISRA. Bonjour à tout le monde, un plaisir de vous voir. Je vois plusieurs visages que je connais. Je suis Vassili Toval, je suis responsable de la supervision des compagnies d'assurance et des associés de distribution. Et j'ai vraiment hâte de parler avec vous aujourd'hui. Bien, alors, ici, on va parler de l'assurance de vie et on va faire un voyage en sorte qui va parler de plusieurs points. Donc, quand on observe l'assurance, c'est assez souvent très facile de la considérer comme n'importe quel service financier, n'importe quel autre produit. Et je dois vous dire que non, c'est beaucoup plus qu'un service, c'est une promesse. L'assurance de vie donne de protection vitale pour les individus, les familles et les business. Ça vous permet de prendre une meilleure décision de vie. Et bien sûr, il faut prendre quelques risques. Et si vous partez, alors votre famille va être couverte. Et si vous avez un accident, vous pouvez vous concentrer autour de ce qui est important et ne pas vous préoccuper des détails. Mais tout ceci vient alors avec un détail très important, et c'est la promesse qui fait partie de l'idée que le produit que cet individu a est pertinent. Et on a répété ce mot, pertinence pratique, et parlé de plusieurs façons qui puissent assurer que les courtiers et les agents puissent vraiment livrer cette promesse. Donc, avec ce point, j'aimerais commencer à explorer cette promesse. Donc, Erika, peut-être que tu peux me montrer une image des consommateurs. Qu'est-ce qu'ils cherchent quand ils achètent une assurance vie? Avant de commencer, je veux confirmer si vous m'écoutez. Ça marche. Bien. Comme tu viens de le dire, l'assurance, c'est une promesse à payer pour le cas de la santé et de la vie. Et bien sûr, c'est s'il y a quelque chose vraiment grave qui est arrivé. Ça pourrait être une maladie ou une perte de vie. Un moment, s'il vous plaît. Changez le micro. Bien, on continue. Donc, un consommateur ou un membre de la famille de ce commentaire. Alors, je veux m'assurer que ceux qui participent en ligne, ils nous écoutent. Parce que je sais qu'ici, on m'écoute, mais je ne sais pas si dans l'ordinateur, vous m'écoutez. Ça s'écoute? Bien. Bien. Alors, les consommateurs, ce qu'ils cherchent avec l'assurance vie, c'est la certainté de couverture et de la réception des fonds. Et moi, j'ai une expérience personnelle avec mon agent de pratique qui a suivi toutes les pratiques et m'a permis d'acheter un produit qui, jusqu'à présent, est utile à moi et à ma famille. Et c'est quelque chose qui s'est déroulé il y a 10 ans de ça. Et je peux dire que l'expérience était très positive parce que maintenant, je travaille pour FISRA et je sais comment la chose marche. Mais mon histoire peut aider à montrer le lien entre les bonnes pratiques de vente et de bien traiter le client. Et ça, c'est le principe plus important. Les guides de concept sont la supervision, le développement des activités et bien sûr, on comprend que l'assurance est une industrie de vente. Il faut vendre. Et bien sûr, les ventes sont un point de succès. Mais le consommateur et comment le traiter, c'est très important parce que derrière cette vente, il y a une personne et une famille qui a leur propre histoire. Donc, comme on l'a déjà dit ce matin, quand on a parlé de la régulation, quand on travaille avec le consommateur directement, ça va aider énormément les courtiers, les intermédiaires, les agents et l'industrie, comme on l'a déjà écouté ce matin. Donc, les consommateurs attendent que les courtiers, les agents intermédiaires soient courtois, qualifiés et accessibles et de se conduire
d'une manière professionnelle et éthique pendant, durant et après la vente de ce produit. Donc, tout le monde n'a pas la même expérience que ma famille a vécue. Et c'est pour ça qu'on s'assure de surveiller nos agents et on conduit des examinations de supervision autour des règlements et la violation de ces règlements. Et autour de cette culture, ça va aider non seulement l'industrie, mais ça va nous aider à rester concentrés autour de la protection de ces consommateurs pendant un moment qu'ils sont vraiment très vulnérables. Et c'est ça l'idée justement de ce projet. Maintenant, je passe la parole à Swati. Donc, en ce qui a à voir avec le consommateur, les initiatives de supervision clés pendant les dernières années se sont concentrées autour de la distribution de tête-à-tête à travers des chaînes indépendantes. Donc, quels sont les efforts, les concentrations d'efforts dans cette zone-là? Merci, Erika. Je vous confirme si vous m'écoutez bien. Quand on a commencé, on voulait voir l'écosystème complet, on voulait étudier le processus de vente complète, ainsi que la conduite d'une quantité d'angles différents. Et c'est là où le voyage a commencé. Donc, ce voyage commence avec l'idée de comprendre pas seulement un élément du marché, sinon d'incorporer les différents niveaux de ce marché. Et c'est ce que nous, on appelle la distribution de tête-à-tête. Donc, on a commencé avec les compagnies d'assurance et ils sont à la tête. Et c'est là qu'on a commencé à comprendre leurs principes de consommateur. Si vous nous demandez individuellement qu'est-ce que vraiment une idée de bien traiter un consommateur, leur idée vraiment est abstraite. Et chacun de nous, on est un consommateur différent. Donc, ce voyage était, l'idée, c'était de comprendre le cycle de vie complet de vie de ce produit avec les compagnies d'assurance. Donc, on a examiné des compagnies de niveau A parce qu'ils avaient la plus grande partie du marché et on a couvert environ 70% de ce marché. Et c'est là qu'on a compris les défis des compagnies d'assurance en ce qui a à voir avec la mise en œuvre des principes de comment traiter les consommateurs. Donc, on veut vous aider à faire face à ces défis. Et un des défis concentrés quand on a travaillé avec les compagnies, c'est que la distribution a évolué, elle a changé. Et avec l'évolution de la distribution, et je vois plusieurs d'entre vous qui sont d'accord avec ce modèle, c'est un défi maintenant pour que les compagnies d'assurance puissent garder cette relation avec les intermédiaires et pouvoir évaluer les responsabilités entre les intermédiaires et les compagnies. On a vu une délimitation de ces responsabilités et bien sûr que ça arrive dans le haut, donc ça cascade jusqu'au niveau des consommateurs. Alors, c'est à ce moment qu'on a décidé de passer à ce deuxième chapitre et il s'agissait de comprendre la relation entre les intermédiaires et les compagnies d'assurance. On a travaillé avec des compagnies qui représentaient environ 50% du marché et on a compris qu'il y a vraiment des brèches systématiques dans le marché en ce qui a à voir avec la création de cette relation et encore plus quand il s'agit de l'exécution d'une quantité d'activités de conduite importantes comme l'entraînement des agents, la surveillance de ces agents, ainsi que d'autres activités dédiées. Vous avez vu les rapports qui sont employés suivant l'esprit de la transparence et de créer cette conscience de ce marché, suivant l'esprit de la protection du public. Mais quand on faisait ce deuxième chapitre, on s'est rendu compte d'un risque concentré qui était potentiel d'un modèle d'affaires particulier qui utilise un système et on l'a vu, on l'a examiné de plusieurs angles. On s'est rendu compte de ce risque parce qu'on a reçu des plaintes des compagnies d'assurance. On a vu des brèches. Et c'est là où on a développé ces études. Et ça parle vraiment bien de cette étude, de la troisième étude.
On a compris vraiment les brèches qui ont à voir avec la surveillance des agences qui opèrent suivant ce modèle. Et encore aussi, on va partager un rapport qui sera lancé avec toutes nos découvertes. Donc, ce que je veux expliquer, c'est que on a un voyage qui a commencé avec les compagnies d'assurance qui ont descendu au MG, mais ce voyage n'est pas complet sans la révision de nos agents et on compte avec Robert Zabrias qui est le superviseur des agents et c'est là, c'est eux qui font la vente, c'est le point de vente et c'est le segment qu'on a étudié. Qu'est-ce qui se passe à ce niveau avec les agents? La distribution, c'est un point, mais aussi il faut comprendre que en tant que régulateur, régulatrice, je dis à mon équipe, écoute, tu dois te regarder dans un miroir parce que tu dois constamment te poser des questions et déterminer qu'est-ce que tu dois apprendre. Mais il y a plusieurs vaisseaux. Donc, il y a les vaisseaux de supervision qui s'utilisent pour la récopilation des données. On peut voir ce qui se passe sur le champ, mais ce n'est pas le seul véhicule. On prend aussi la supervision et on est en train de la combiner avec la politique pour comprendre comment cette donnée, cette évidence peut nous aider à développer une meilleure idée pour développer un renforcement. Bien sûr, on ne veut pas simplement renforcer, on veut quelque chose de symbolique. Et la dernière roue, c'est la roue de la communication, parce qu'on peut faire le mieux, mais ça ne peut pas créer ce changement dans le marché et ça n'arrive pas à changer, à éduquer le consommateur, alors on ne fait rien. Donc, il faut penser à quand on conduit une voiture, si vous conduisez une voiture, vous conduisez votre voiture, mais il y a d'autres voitures autour de vous. Donc, c'est ça l'idée en, en tant que membre de différents niveaux, essayer de travailler ensemble pour pouvoir compter avec le meilleur résultat pour les consommateurs. Donc, j'ai signalé Robert, mais je sais que c'est Eric qui va nous parler de la dernière section en ce qui a à voir avec les agents. On commence avec Robert. Ce qui a à voir avec les agents. Ça s'écoute mieux maintenant. D'accord. Donc, on veut nous assurer que nos consommateurs comptent avec l'information nécessaire. En mars 2022, on a publié le cadre de supervision des agents. Robert et son équipe, ils ont dédié assez de temps les dernières années à la création de ce cadre et en ce moment, on se trouve dans le processus de mûrir ce cadre. Donc, ce cadre a une approche qui assure que les agents qui travaillent en Ontario soient sujets à une supervision et qui suivent les règlements et les lois de transparence ainsi que de bonnes pratiques, conduites et activités. Ce point est très important car on compte avec plus de 60 000 agents licenciés. Donc, c'est important de partager ce qu'on voit. Et la transparence dans ce marché est très importante pour la supervision du secteur. Aujourd'hui, nos activités de supervision proactive ont suivi des examinations suivant les indicateurs de risque et les résultats ont changé. Il y a une quantité d'outils qui s'utilisent pour ceux qui ne suivent pas les règles. Et je peux citer quelques exemples de l'année 2021-2022. On a réalisé 163 examinations des agents et 27% des cas, on a dû passer à travailler avec nos officiers disciplinaires. Et dans 25% de ces cas, on a présenté des cartes où on leur faisait comprendre les règlements que ces agents n'ont pas suivis. Et ce deuxième point est très important, je dois le dire. L'examination pour la bonne pratique qui reflète sa nécessité est directement connectée avec les consommateurs et comment les traiter et ne pas suivre ces règlements est très important pour nous, car si vous ne suivez pas, ça nous préoccupe, ça nous fait penser à la conduite de ces agents et
à quel type de supervision ils sont sujets. Donc, à la fin, on termine notre rapport de supervision de l'année 2022 et dans les prochains mois, on va présenter les résultats de ce rapport. Donc, cette publication alors, va nous donner une idée de la problématique qui existe et nous permettre de dialoguer autour de la réponse qu'on doit passer. Je pense que c'est un sommaire de l'approche au niveau des agents, mais bien sûr, ce travail est intégré avec d'autres groupes de supervision, ce qui a à voir avec le support des prévisions de distribution et pour informer autres activités de supervision. Donc, on va parler de fonds ségrégés, mais avant de passer, j'aimerais retourner à une conversation qu'on a commencée autour des NGA, particulièrement. Peut-être que tout le monde n'est pas vraiment au courant de ce que vous avez découvert, mais si tu pourrais partager au moins 3 points que vous avez découverts autour des NGA. Merci, Houston. Quand on a commencé ce voyage, comme je l'ai dit, on a commencé parce qu'on a vu qu'il n'y avait pas un suivi de responsabilité entre les compagnies et les NGA sont les chaînes de distribution les plus permissives à l'Ontario. 67% des agents indépendants qui travaillent à l'Ontario travaillent à travers cette chaîne. Donc, FISRA a conduit une révision et la plus récente, on l'a présentée avec d'autres juridictions qui participaient. C'était une révision qu'on a fait pour ici, mais pour le pays aussi. Donc, on s'est rendu compte de plusieurs choses. Ce qu'on a vu, et bien sûr, on s'est concentré autour du modèle de recrutement. Ce modèle de recrutement, c'est quand on embauche plusieurs agents et chaque agent que vous embauchez, les ventes réalisées par cet agent, vous recevez alors une commission de chaque agent recruté. Voilà. Donc, on s'est rendu compte que dans le marché, on a pu voir vraiment une croissance de ces NGA. Et cette croissance était vraiment très accélérée. Si vous observez les numéros, en 2020-2021, la quantité d'agents qui ont grandi à l'Ontario est entre 50 et 70%. Et il y a 4 ans de ça, de l'année 2018 à 2021, c'était entre 55 à 119%. Donc, vous voyez qu'il y a une grande quantité d'agents qui entrent dans le système et ils représentent environ 21 000 agents au Canada et 11 000 agents à partir de la date de notre révision qui représente 20% des agents ici en Ontario. Donc, la croissance est vraiment très rapide. Ça, c'est un point. Deuxième point, des produits assez complexes se vendent. Je ne dis pas que tous les produits qui se vendent sont complexes, mais ils vendent des produits assez complexes. C'est bon, ils peuvent vendre, mais la diligence qui doit se faire au moment de vendre ces produits compliqués doit être assez élevée et on n'a pas remarqué cette diligence. La plupart des entraînements qu'on a vus ne comptaient pas, ils n'étaient pas rigoureux et fondamentalement, ces entraînements ne suivaient pas les principes des consommateurs. Et si nous, on se considère des consommateurs, on veut s'assurer de recevoir l'information pour pouvoir prendre une décision. Quand c'est une équipe, donc juste sachant que c'est la meilleure décision pour moi et ma famille. Et à la fin, c'est la monitorisation. Vous pouvez compter avec les meilleurs agents du monde, mais il faut les surveiller et il faut s'assurer que ce qu'ils font, ça suit les règles du marché. On a vu des compagnies d'assurance déléguer des fonctions de supervision à plusieurs de ces NGA et on n'avait aucune évidence de voir ces agents supervisés d'une façon
proportionnelle à leur croissance. Ce qu'on essaie de dire, c'est que FISRA est une agence régulatrice et il faut mesurer la croissance. On ne veut pas arrêter la croissance, mais on veut la mesurer. On veut s'assurer que la croissance soit balancée et elle doit être un équilibre avec la supervision. Et c'est ce qu'on a remarqué qui manquait. Donc, c'est tout, grosso modo, ce qu'on a remarqué autour de la supervision. Mais bien sûr, le travail ne s'arrête pas ici. Donc, comme je le dis, il s'agit de la redistribution. L'équipe de Robert travaille pour comprendre si c'est un problème systématique ou si l'impact se sent par le consommateur. Mon équipe travaille avec ces agents de près pour comprendre s'il y a un détail pour cette problématique. Et ceci, on le fait. Je vous demande de vous concentrer autour de l'harmonie, de travailler avec d'autres régulateurs. Et c'est un plaisir pour moi de vous faire savoir qu'on a 9 de 13 régulateurs qui travaillent ensemble autour. Energy flows where the attention goes. Alors, je pense qu'on a mis l'attention au bon endroit et je pense que vous tous et toutes ici pouvez savoir où on met notre énergie. Comme il l'a mentionné, notre travail de supervision sur les MGA, aussi sur les agents d'assurance, mais nous faisons du travail aussi avec les assureurs eux-mêmes et pour avoir un aperçu de quels sont ces problèmes. À propos des 3 ou 4 problématiques que soit bien mentionnées, on a des préoccupations très sérieuses et on va utiliser toutes les mesures possibles, que ce soit la mise en place de punitions ou davantage de communication, ou s'il faut écouter davantage les plaignants et les lanceurs d'alerte. Nous allons le faire parce que nous croyons que les clients doivent être traités de manière équitable et juste. Alors, ça c'est à propos de la distribution des MGA et des agents d'assurance vie. Maintenant, parlons des fonds distincts. Les fonds distincts ont des promesses parce qu'il y a une portion d'assurance vie, il y a une valeur plancher après qu'un certain temps se soit écoulé. Et la RSF, avec ses partenaires à travers le pays, ont fait beaucoup de progrès sur la réglementation des fonds distincts. Je vais céder la parole ici à Erika pour voir ce à quoi on s'attend au niveau des changements. Merci, Houston. Les fonds distincts ou le projet des fonds distincts peut sembler être quelque chose de très complexe, mais je pense qu'on peut le résumer quant à son intention. Ça fait plusieurs années qu'on y travaille, qu'on tente de coordonner ça avec l'Agence canadienne des valeurs mobilières et celle de l'Ontario. Nous essayons d'appliquer une norme nationale au niveau de la vente, de l'administration des fonds distincts. Il y a 4 travaux principaux ou 4 domaines principaux sur lesquels on travaille. Nous avons du travail pour mettre fin aux commissions. Comme vous le savez, les commissions initiales, comme l'ARSF l'avait mentionné, nous voulions mettre fin à ces commissions initiales le 1er juin 2023. Et en Ontario, on a proposé des amendements à certaines de nos règles pour interdire aux assureurs de vendre de nouveaux contrats de fonds distincts, peu importe la date d'acquisition pour les clients. Ceci est très important pour protéger les droits des consommateurs, consommatrices, ainsi que leurs intérêts. Et notre façon de faire au niveau des DSC en Ontario va harmoniser nos pratiques avec celles des autres juridictions au pays.
Un autre travail que nous faisons, c'est sur le rapport des coûts totaux sur la vente de ces fonds. Et le point ici, c'est d'harmoniser les révélations des montants totaux que paient les consommateurs au niveau des fonds distincts et surtout au niveau des rapports des coûts indirects qui sont payés à partir des actifs dans le fonds qui ne seraient pas nécessairement visibles aux consommateurs, mais qui pourraient réduire leur rendement sur leurs actifs. En termes de date, c'est d'ici au printemps 2023 pour les exigences en matière de rapport sur ces coûts totaux. Nous voulons aussi faire un autre rapport sur la facturation pour la partie conseil. Le CCIR a commencé une consultation là-dessus et avec nos partenaires de CCIR, nous sommes en train de réviser les soumissions, les données qui nous ont été soumises de la part de l'industrie et des ayants droit au chapitre, et nous allons mettre de l'avant une politique plus tard cette année. Et finalement, ceci revient à remettre en place des normes générales. Ça se rapporte avec ce qu'on appelle le chapitre de conduite de marché. Le CCIR et le CISRO vont établir des normes de conduite pour les agents, les intermédiaires et les assureurs par rapport aux ventes et les services des fonds distincts. Donc, ça va vouloir dire que vous devez connaître votre client, connaître votre produit, ayez la documentation appropriée pour nous assurer que nous avons des ventes adéquates pour les différents niveaux de consommateurs. Ceci représente notre travail en résumé, et ce que je vais faire, je pense, c'est de vous recéder le micro pour qu'on puisse continuer. Bon, d'accord. Est-ce que je peux poser une question? Alors, Houston et Erika, parlons avec vous en premier, Erika. Qu'est-ce que vous pensez que serait le succès du point de vue des consommateurs? C'est une bonne question. Merci, Swali. Je dirais, si nous pensons au traitement équitable des consommateurs au niveau de la distribution et de la vente, c'est un concept simple. Ça revient à dire d'avoir les bonnes personnes qui vendent les bons produits aux consommateurs au bon moment dans la vie de la consommatrice. Donc, c'est-à-dire qu'il faut voir une valeur constante dans leur couverture d'assurance et d'avoir de la confiance dans leur agent et dans leur assureur. Ils doivent comprendre ce que la protection comprend et on en a entendu un peu parler ce matin au niveau du panel des consommateurs de produits d'assurance, c'est-à-dire qu'il faut avoir leur attention et qu'ils comprennent bien ce que vous leur offrez à travers ces produits. Je dirais que de la perspective de la protection du consommateur, un signe de succès pour une agence de réglementation, c'est d'utiliser des données et des analyses pour cibler les endroits où il y a le plus de possibilités de faire du tort aux consommateurs. Si je vous réfère à l'équipe de Robert qui assure la supervision des agents d'assurance, on s'est centré sur les capacités d'apprentissage machine pour identifier les risques associés avec les agents d'assurance vie. Ces outils analytiques permettent donc après ça de faire des audits ciblés ou des évaluations ciblées. Par exemple,
on avait identifié un opérateur qui était dans le champ gauche par rapport à ça, à travers l'examen, les pratiques, des problématiques de meilleures pratiques ont été identifiées. De plus, des comportements suspectés qui utilisent des comportements coercitifs pour obtenir des ventes de politiques ont également émergé. Et ce dernier point, c'est vraiment le dernier ajout à ce travail, c'est-à-dire que l'équipe, à travers ces évaluations ciblées, ont été capables de cibler ces comportements problématiques. C'est-à-dire, c'est un peu comme peler un oignon afin d'être capable de se centrer sur les domaines à plus haut risque pour identifier les comportements qui n'auraient pas été identifiés dans un examen général. Donc, ici, le cas en question pointait vers quelque chose qui aurait été délétère aux consommateurs. Donc, c'est le genre de pratique que nous voulons adopter pour améliorer la protection des consommateurs. Est-ce que vous pourriez nous éclairer davantage d'un point de vue? Bon, ça, c'est la partie qui est bien. Qui n'aime pas parler de succès? Il y a quelqu'un qui me dit, est-ce que tu penses que tu ne peux pas devenir chef de la direction de cette entreprise? Il a dit, c'est parce que tu te concentres trop sur la perfection. Si tu dois aller de l'avant, tu dois penser à la progression et non pas à la perfection. Et il avait 6 ans et demi quand il me dit ça. Alors, j'ai gardé ça à l'arrière de ma tête et peut-être qu'il n'avait pas tort, je me suis dit. En tant qu'agent de réglementation, on n'est pas parfait, mais on fait du progrès. Qu'est-ce que le progrès pour moi? Eh bien, c'est les... Are we demonstrating courage? C'est le courage. Yes, we are going into new areas. Est-ce qu'on fait preuve de courage? Oui, on va dans des nouveaux territoires, on fait de nouveaux cheminements. Two, competence. You want to go in a new area, but are you developing the skills to go to the new area? Are you ready to do what it requires, have the alma mater to go into the new area? And yes, we are developing our competence, our knowledge base to get into, many different areas to collect that empirical evidence and to actually drive the change, not just from a supervision perspective, but as I said, from a policy perspective, from an enforcement perspective, from a communication perspective. 3, communication. As I said, you can do the best work, but if it's not communicated adequately, if it's not transparent to the industry, success doesn't happen. All the different, elements of journey that I spoke about. Donc, on voit tous ces points que j'ai mentionnés. Il y a toutes sortes de discussions. On est constamment en train de se communiquer, de parler, de discuter, parce qu'on ne veut pas rester dans notre petite bulle. On veut de la transparence. Et c'est ça ce qu'on parle dès le début. Le fait d'avoir cette transparence et la communication transparente, c'est important. Le numéro 4, c'est le travail constant. On ne veut pas que l'industrie soit en train de se questionner si on est en train de travailler, si on est en train d'opérer constamment. Donc là, on peut voir la distribution. Est-ce que ça veut dire qu'on ne regarde pas les nouveaux défis? Non, pas du tout. On est constamment en train de voir le côté de l'énergie, etc. Mais ils savent qu'ils sont en train de travailler contre un cadre constant. Et le dernier point, ça serait avoir cette orientation. On a toujours besoin d'avoir cette orientation vers le nord, savoir qu'est-ce qu'on est en train de faire, avoir cette communication constante et avoir cette direction. C'est ça ce qu'on va continuer à faire. Don't you all think will make us a successful regulator? So Houston, donc Houston, nous avons parlé du succès des consommateurs et comment est le succès de l'industrie? Pour moi, c'est intéressant parce que vraiment, le succès, c'est quelque chose qui est très lié. Si les consommateurs
sentent qu'il y a des mensonges, s'ils sentent qu'ils peuvent avoir accès aux produits qu'ils ont besoin, qui leur offrent la protection pour eux, pour leur famille, ça peut être un succès pour l'industrie, pour ceux qui offrent l'assurance. Et c'est ça ce qu'on voit. Et donc, on regarde d'autres risques. Et on veut voir l'accommodation, on veut voir comment on peut s'ajuster à tout ceci. Comment est-ce qu'on travaille dans ce panorama de risques? Swati a mentionné que la méthode de distribution a changé avec le temps et le régulateur doit s'adapter à ceci. Quel autre changement est-ce qu'on doit s'adapter? Il y a du travail qu'on est en train de faire par rapport aux services pour les maisons. On regarde aux risques dans les autres domaines pour l'assurance. Mais je crois que le consommateur et l'industrie, le succès pour les deux sont vraiment tellement proches qu'on ne peut pas les séparer. Et comme ça, on peut voir que les consommateurs sont en train d'avoir ce succès grâce aux promesses qui sont gardées. Et donc, je crois que ceci nous mène vers la fin de ce qu'on avait déjà préparé. On a commencé un peu tard, donc j'aimerais pouvoir continuer quelques instants pour qu'on puisse recevoir quelques questions, si c'est possible. Est-ce que quelqu'un a des questions? Peut-être non. Oui. Oui, désolé. Donc, l'harmonisation, c'est quelque chose qui est important dans l'industrie. Et donc, c'était bien d'entendre Swati mentionner l'investigation avec les MGA et les restrictions. Je me demandais si vous pouvez parler pour l'année 2023. Quels autres efforts est-ce que vous voyez que vous allez faire comme régulateur de la province la plus grande pour encourager cette harmonisation, pour arriver à ce succès? Merci, c'est un très bon point. Les examens des assureurs dans lesquels Swati a participé, chacune d'entre elles inclut différentes juridictions. Chaque équipe a inclus différents domaines. Et donc, pour les assureurs, nous, on a un rôle très actif. Et tout ceci est fait avec nos partenaires. On sait que l'harmonisation est importante. On sait qu'il y a des différences de position et qu'on doit faire face à cela en regardant à chaque juridiction. Pourtant, étant donné les circonstances, on fait ce qu'on peut pour avoir une façon harmonique d'agir face à ceci. First off, love that you guys are taking a look at the chargeback funds. We're excited about the DSC going away, but then donc, je sais qu'on est content de voir que tout ceci est en train de finir, mais ma question est, est-ce que, si vous avez vu aux États-Unis, il faut avoir un produit variable par rapport à l'MGA et les produits variables qu'il y a ici. Est-ce que vous avez considéré qu'avoir une certaine formation serait plus approprié si vous allez vendre des produits plus complexes? Allez-y. Moi, je peux commencer et Houston peut continuer. Donc, en ce moment, le standard pour l'Ontario, c'est avoir accès à ceci, avoir après la licence.
Et oui, on est en train de voir, de réviser ce cours pour que cela puisse refléter les nouvelles exigences. Et donc, ça, c'est quelque chose qu'on va regarder à faire par rapport à ces produits. Je ne sais pas si vous avez quelque chose à rajouter. Donc, oui, il y a cette question de formation continue, mais il y a aussi des différents projets qu'on est en train de faire pour voir que quand le consommateur est impliqué, ils peuvent avoir plus d'informations, plus de direction, comme par rapport aux pratiques de vente. Nous allons publier des lignes directrices plus claires pour donner l'information aux clients qu'ils ont besoin. En ce moment, on n'est pas en train de travailler sur un système pluriel, mais on croit que ceci va pouvoir protéger beaucoup les investissements. Oh, merci. Nous avons une troisième question. Donc, ceci est un produit d'investissement, mais la loi d'assurance, vraiment, cette licence ne donne pas de connaissances par rapport à l'investissement. Et généralement, ils ne savent rien, les agents de cela. Donc, tout le monde qui vend, vraiment, ils sont juste en train de le vendre. Et tout le monde autre est payé, et sauf les consommateurs. Ça, c'est mon point de vue. Donc, de mon point de vue, n'importe qui veut faire des fonds différenciés, ils devraient vraiment prendre ce cours pour bien comprendre le produit qu'ils sont en train de vendre, pour qu'ils puissent donner des conseils d'investissement. Ça ne devrait pas être sous une cause, ou ça devrait être vraiment quelque chose de plus. Ça, c'est mon point de vue. Merci. Et oui, et je crois qu'on peut voir ceci et voir comment l'éducation est importante de ce point-là. Donc, je sais qu'on n'a plus de temps. Alors, je veux vous remercier d'être ici. Pour ceux qui sont en ligne, merci d'avoir participé. Pour ceux qui se trouvent dans la salle, vraiment, c'est un plaisir d'être avec vous et on espère que vous ayez une merveilleuse journée. Merci.